Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de SaaS sans filtre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Virgile. Comment vas-tu? Écoute, ça va très très bien. Merci beaucoup pour l'invitation dans ton podcast. Et puis, bah, c'est avec grand plaisir de passer un petit moment ce soir avec toi. Ce soir pour moi, parce qu'il est Ouais, tard, mais c'est ce qu'on disait en intro. Il y a un petit peu de fatigue puisque tu as 6 heures de plus que moi. Donc, voilà. 14 heures en France à l'heure où on tourne et 20 pour toi. Donc, ça fait une belle fin de journée, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais ça va bien se passer. Trop bien. Du coup, Virgile, toi, tu fais dans le copywriting, Ouais. principalement de plutôt long format, de ce que j'ai compris. Est-ce que tu veux te présenter un petit peu ce que tu fais? Par ailleurs, commencer à parler de ton SaaS, si tu veux, par rapport à ton activité, etc. Yes, yes, carrément. Alors, moi, je suis entrepreneur depuis 2018, entrepreneur en ligne depuis 2018, et je fais un peu dans le dropshipping parce que c'était trendy, disons. Et très vite, je me suis dirigé vers le copywriting, mais plus particulièrement les infoproduits. Donc, j'ai appris auprès de formateurs français, puis après, j'ai appris auprès de formateurs US sur le copywriting. Parce que les US, c'est quand même les meilleurs du monde sur ce terrain-là, faut quand même le dire. Même s'il y a des différences culturelles avec la France, évidemment, mais ça reste quand même des bêtes. Donc, du coup, je me suis beaucoup formé au copywriting à travers leurs enseignements en France et là-bas pour mes propres sociétés pour appeler ça des sociétés enfin, des business de newsletter. C'est-à-dire que à travers les newsletters que j'animais, je pitchais plusieurs produits qui m'appartenaient. J'avais un petit écosystème comme ça dans la santé et la spiritualité. Et donc, en fait, je me suis dirigé vers le copywriting pour finalement avoir un modèle économique viable. C'est-à-dire que je dépendais du copywriting pour pouvoir vendre et pour pouvoir en fait faire mes sous sur Internet. Parce que j'ai jamais fait de freelancing enfin jamais fait de freelancing, ce qui fait que j'ai jamais été payé pour apprendre. Donc du coup, j'avais un besoin de résultat qui était, disons, ouais, impondérable, quoi. Enfin très important. Et c'est comme ça que je me suis mis au copywriting. Et puis par la suite, bon bah là j'ai affiné mes techniques, j'ai affiné, disons, les méthodes, j'ai gagné en expérience. Comme je dirigeais mes propres boîtes pour moi-même, bah, en fait j'ai pu faire des tests pour moi-même, donc en dépenses publicitaires, en tests, enfin sur tous mes funnels, sur toutes les étapes, voilà. Et, euh, et donc par la suite, bah, quand l'IA est arrivée, ça devenait, enfin, on a commencé à avoir le potentiel de l'IA quand ChatGPT était capable de sortir un email. Alors c'était pas parfait, mais ça faisait quand même un email à une vitesse incroyable. Alors, une page de vente à l'époque, c'était pas vraiment le sujet parce que c'était les balbutiements, disons, mais et quand on voyait l'email sortir comme ça, bon à 80%, je putain, il y a un move il y a un move à faire. Donc j'ai commencé, disons, à creuser le copywriting IA particulièrement au fur et à mesure que l'IA s'est développée elle-même. C'est-à-dire qu'il y avait tout un tas de limitations à une époque qui ne sont plus des limitations aujourd'hui. Et donc, bah, pendant ouais, ces 2 dernières années, j'ai try hard le copywriting IA parce que j'en avais un besoin personnel, c'est-à-dire que j'avais pas envie de payer un copywriter 3000 balles et en même temps, j'avais pas que ça à foutre que d'écrire des pages de vente à la main parce qu'en fait, quand tu as une entreprise, finalement, tu essayes du mieux possible de pas être dans l'opérationnel pour pouvoir justement piloter cette entreprise correctement, quoi. Donc du coup, j'avais ce besoin de créer du copywriting et l'IA est arrivé un petit peu à point nommé. Et donc j'ai essayé de try hard pour l'utiliser sur des formats de plus en plus complexes et longs, quoi, disons. Et c'est comme ça que j'ai développé finalement un programme à l'époque avec tout un tas de méthodes qui permettaient de générer des longues pages de vente parce que c'était mon métier, particulièrement dans le marketing direct. Donc on prend un client et qui nous connaît pas et puis on le convertit en client payant et parfois en client compulsif quand on propose des upsells à la suite. Et donc moi j'avais ce besoin en fait pour mes propres sociétés et, euh, et pendant 2 ans donc j'ai travaillé sur des méthodes. Ces méthodes j'ai fini par les encastrer dans un SaaS qui est aujourd'hui le SaaS que je développe qui s'appelle Autocopy, autocopy.ai et voilà où j'en suis. Un Trop petit bien. peu tout le cheminement quoi.
Très intéressant. Et du coup, avant de lancer ton SaaS, donc quand tu dis tu as fait un programme, c'est que t'as vendu une formation, tu as vendu un accompagnement à des gens pour ça? Ouais, c'est ça. À l'époque, ça s'appelait Autocopy Pro. C'était un programme que je vendais entre 2 et 3000 balles. Et en fait, c'était l'intégralité des méthodes que j'utilisais pour moi-même pour pouvoir générer des pages de vente, que j'ai amélioré avec le retour des utilisateurs, des premiers utilisateurs, et que j'ai depuis fermé, puisque j'utilise ces méthodes-là maintenant directement dans mon SaaS. Hmm. Et l'avantage du SaaS, c'est aussi le pare-feu de la confidentialité, quoi, disons. C'est-à-dire que quand je vendais ces méthodes, ben, en fait, je vendais mon savoir et n'importe qui pouvait en fait le diffuser à autrui. Et ça me dérangeait un petit peu parce que j'ai quand même pas mal bossé dessus, quoi. Et Hmm. c'est une des raisons pour laquelle j'ai lancé ce SaaS. C'est pas la seule. Ouais. Et, au bout de combien de temps t'as lancé cette activité donc de formation, on peut dire? Au bout de combien de temps ça t'est venu à l'idée le SaaS de faire ça? Pourquoi tu peux creuser du coup le sujet de pourquoi tu t'es orienté sur ça à ce moment-là? Parce que j'ai l'impression que finalement tu as eu une bascule assez rapide quand même. Ouais, alors c'est-à-dire que en fait l'idée du SaaS, elle était déjà, enfin, à partir du moment où j'en ai fait un programme, je savais que j'en ferais un SaaS, si tu veux. Mais Ok. simplement, moi, j'avais besoin de réunir des fonds. Et donc, du coup, et puis j'avais besoin de feedback utilisateur aussi, parce que développer une tech, alors même si on peut utiliser Cursor et compagnie, bon, c'est pas le cas du SaaS qu'on a développé, parce que c'est quand même plus complexe que ça. Mais on peut faire des micro SaaS avec Cursor assez facilement. Mais donc, ça demandait du temps, ça demandait d'avoir en fait quelque quelque part une proof of concept du fait qu'il y ait une audience pour pouvoir acheter ça, pouvoir répondre aux besoins de cette audience. Et à partir de là, bah, au bout de 6 mois, quoi, je dirais à peu près entre le moment où enfin, j'ai commencé par un low ticket, si tu veux. J'ai commencé par un low ticket avec des upsells qui étaient en fait des prompts de base. Et petit à petit, bah, au fur et à mesure que moi je développais mes propres méthodes de copywriting IA. J'ai aussi développé mes produits, parce que c'était une suite logique. Et donc, ça me permettait de proposer des produits de plus en plus développés, du coup, de plus en plus chers. Et j'ai fini par faire un bundle de tout ça. Et en fait, cette phase de maturation du produit, elle a pris, je pense, à peu près 6 mois, entre le moment où j'avais quelques méthodes, et au fur et à mesure que je les affinais, bah, ça me permettait d'augmenter la valeur du produit, et puis la qualité du produit, in fine. Et en fait, au fur et à mesure que ça a grossi, ça finit par faire un programme. Et donc ça a Hmm. commencé comme ça, et à la fin de ce programme, mais je savais dès le début que ces méthodes-là, finalement, je les encastrerais dans un SaaS. Et quand ce programme était finalement complètement abouti, même si, enfin, c'est quelque chose qui se raffine, qui pourrait se raffiner pendant des années, mais suffisamment abouti pour répondre aux problèmes d'une audience bien précise, et bien en fait, là, je me suis dit, c'est le moment de le mettre en SaaS, parce que j'avais réuni des fonds, et puis après, je connais c'est sûrement une question à laquelle tu allais venir, mais je connais mon associé qui est développeur depuis un petit moment. Ça fait un moment qu'il travaille avec moi en tant que freelance à la base. Et comme il bosse bien et ça fait longtemps qu'on est ensemble, on s'est même déjà rencontré une fois sur Paris. Alors, ça fait un bout de temps que j'habite pas en France, mais du coup j'ai pu y être de passage, on a pu se capter. Du coup, ça se passera très bien avec lui. Et moi, ne sachant pas vraiment développer, puis n'ayant pas le temps, parce que finalement j'ai plusieurs business, et il fallait que j'alloue du temps, mais le temps que je pouvais allouer, c'était pas celui de l'apprentissage d'une nouvelle compétence, quoi. Donc je me suis dit, autant s'associer avec un gars qui fait bien le taf, qui a déjà bossé sur des SaaS notamment, et, euh, et voilà quoi. Comment est-ce qu'on est arrivé là? Hmm. Ouais, je comprends. Souvent dans le business de la formation, on voit un petit peu les gens qui ont tendance effectivement à implémenter une partie de leur méthodologie comme ça dans des SaaS, mais souvent qui quand même l'amènent en complément du programme qu'ils gardent. Toi, en l'occurrence, c'est pas ton cas parce que as fait ce choix-là et puis a priori, tu avais ce sujet de privacy, etc. Pourquoi tu t'es pas dit peut-être de rester sur ce format-là, de vraiment garder le côté théorique de l'accompagnement, puis après avoir au final, c'est un upsell sur le côté plus pratique pour atteindre ton résultat plus rapidement. Ouais, c'est pertinent, c'est pertinent.
mais le principe même de l'upsell, c'est d'avoir une complémentarité avec l'offre principale. Là, dans le cas présent, entre le programme et le SaaS, si tu veux, l'un phagocyterait l'autre. Enfin, ce serait une cannibalisation que de garder les deux ensemble, quoi, parce que finalement, ce sont plus ou moins la même chose. Euh, Après, ça m'a amené en fait à une autre problématique que j'avais pas perçue, qui est en fait quand tu as tes méthodes, c'est un peu enfin, tu te rappelles quand t'es gamin, enfin, moi j'étais un gamin bordélique en tout cas, je sais pas pour toi, mais quand j'étais gamin, ma chambre c'était tout le temps un bordel. Mais Ouais. je savais exactement où se trouvait, si tu connais, tant mieux pour toi, mais où se trouvait mon Action Man avec lequel je jouais depuis des lustres. Je savais Hmm. exactement où est-ce qu'il était dans ma chambre en bordel, tu vois. Et en fait, quand tu développes tes propres méthodes, tu développes, moi qui suis un peu bordélique dans la façon de ranger, mais euh, tu développes une forme de labyrinthe dont toi seul connais l'entrée et la sortie, si tu veux. Et après, bah, le donner en fait ce mode d'emploi-là, qui est en forme de labyrinthe, à quelqu'un qui n'est pas du tout dans ta tête, bah, finalement, ça devient compliqué pour lui. Donc, avec le programme, on arrivait à peu près à s'en sortir parce que tout était un petit peu découpé. Mais là, dans le cas du SaaS, la grosse difficulté, ça a été de, de, de simplifier au maximum parce qu'il y avait un autre enjeu qui était bah, celui du time to value, par exemple, où Hmm. à partir du moment où le mec est inscrit, bah, il faut tout de suite qu'il ait sa golden nuggets, tu vois, qu'il ait son effet waouh. Et ça, bah, ça demande beaucoup de temps de réflexion. Puis, euh, ouais, donc, C'est un sujet qu'on va pouvoir voilà. réaborder parce que justement, j'ai essayé ton SaaS et c'est un des trucs que je me suis dit ou comment tu gères un peu ce truc-là, mais on en reparlera. Ok, Trop bien. cool. Euh, à partir du moment où tu t'es dit, bon, vas-y, mon programme est bien fait, je pense que c'est complet, que je peux le mettre dans un SaaS et que je commence à faire le SaaS, ça a été quoi ta stratégie? Est-ce que tu as commencé à réfléchir le produit toi-même? Est-ce que tu es d'abord allé chercher un tech? Tu parlais de fonds, mais en même temps, je comprends que tu t'associes. Comment tu as géré un peu le truc au commencement de tout ça? Eh bien, j'ai lancé le truc tout seul au tout début avec mes prompts, mes petits upsells au tout début, enfin, disons la genèse du programme, quoi. Et puis petit à petit, en fait, bah, j'ai fait de l'ads. Petit à petit, j'ai constitué ce programme et puis en fait, je me suis rendu compte euh, que trans, tu vois, pour transposer en fait cette mécanique que j'avais, enfin les méthodes que j'utilisais, en fait le chemin que j'utilisais, pour le transposer, si tu veux, dans une interface qui soit ultra lisible, ultra claire et ultra cohérente, et bien en fait c'est un enjeu que je pouvais pas forcément gérer. Donc ça c'était d'un point de vue de l'UX quoi disons, et j'avais besoin d'un œil extérieur qui soit pas forcément le mien. Et, et après bah en fait, et puis lui aussi, et puis tout ce qui est database derrière, tout ce qui est back-end, disons automatisation, enfin, voilà, je pourrais le faire en vibe coding, mais le temps que ça me prendrait, que je comprenne, tu vois, quelles sont toutes les mécaniques, bon bref, c'est beaucoup trop long. Donc le choix du dev, moi je me suis dit, et puis je crois à ce jour que j'ai pas de boîte où je suis tout seul en tant que seul associé. Et en fait, je me rends compte que moi je bosse très très bien quand je suis en équipe ou avec quelqu'un, au minimum, à minima en duo. Et parce qu'en fait, tu as une espèce d'énergie qui se fait, une synergie. Après, on va me dire que s'associer à quelqu'un, c'est une forme de mariage, donc c'est vrai, mais bon, j'ai eu plus d'expériences positives que négatives, quoi, disons, dans le fait de m'associer. Hmm. Et ben, le fait de bosser avec quelqu'un que je connais depuis longtemps, dont je sais qu'il bosse bien, qui va pouvoir m'apporter un œil nouveau, ça me paraissait comme étant une évidence, quoi. Donc ça, c'est le pourquoi, disons. Maintenant, le comment, ça s'est fait de manière assez naturelle. Je le connaissais, j'avais un projet, j'avais besoin de quelqu'un qui avait les compétences qu'il avait lui. Tu vois, ça s'est fait très très naturellement, quoi. Hmm. Je comprends. Parce que c'est vrai que quand on conçoit ça, c'est souvent un sujet. Est-ce que je le finance en fonds propres? Est-ce que je m'associe, etc. Bah, là j'ai l'impression que ça c'est un peu lié aussi à ta personnalité dans ce que tu dis, mais c'est Ouais, vrai qu'il y a des vrais sujets et- quand même là-dessus. ouais, effectivement, il y a cet enjeu de se dire est-ce que je le paye pour avoir, est-ce que je paye mon développeur en fait finalement en tant que freelance pour en fait avoir 100% de départ à la fin. C'est un véritable enjeu, mais en même temps, pour moi le calcul, alors c'est peut-être pas le calcul que tout le monde
ferait, ou tu vois, de manière générale, mais pour moi le calcul il est simple. Si je peux diviser la somme de travail par deux, avoir un œil nouveau et en fait avoir une énergie décuplée parce qu'il y a cette synergie qui est faite entre deux personnes aux capacités qui sont complémentaires, bon en fait ça vaut le coup quoi. Je suis chaud de partager en deux. Après Hmm. au-delà il faut être bien sûr, tu vois, au-delà de partager en deux, quand tu commences à faire des sections en 33 ou 25%, ça devient plus complexe. Mais déjà à deux c'est humainement assez facilement gérable. Hmm. Et du coup, j'imagine que bon bah sur les premières phases de ton SaaS, tu vois, tu me parlais d'enjeux à transformer vraiment ta méthodologie, ton programme dans une interface qui soit claire. Tu le disais, tu as eu un peu le cas quand tu as lancé ton programme de avoir du feedback, faire évoluer le programme, etc. Je suppose que ça a été pas mal ça aussi au lancement de ton SaaS. Tes premiers clients, tu dirais que tu les as eu d'où, comment tu as pu gérer cette phase-là relationnelle avec elles pour aussi mine de rien les faire rester au-delà de cette euh, j'ai perdu le mot euh, évolution quoi. Euh, ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors, en faisant mon programme Low Ticket que j'avais réalisé au tout début, il y a quand même une lame de fond, disons, en marketing ces deux, trois dernières années, qui est celle un peu de la personal brand, ou en tout cas de l'attachement, si tu veux, à un gourou, sans négativité. Mais et donc du coup, je me suis dit, bah, plutôt que de vendre le truc en one shot comme ça, et puis même si je montre ma gueule sur la page de vente, et puis en fait, il y a un peu cette idée de, dans la formation en ligne, bah voilà, je te vends ma merde, et puis allez, salut, casse-toi, puis démerde-toi, tu vois, surtout sur les produits en low ticket comme ça. Et Mm. moi, je me suis dit que j'allais pas faire ça, et je me suis mis à capitaliser en fait sur une communauté, sur un espace communautaire. J'ai choisi School, et bah, ça m'a permis en fait de faire entrer tous les acheteurs de mon programme, mon petit programme là, dans ce school directement. Et je donnais vraiment beaucoup de mon temps. Je le fais un petit peu moins aujourd'hui parce que j'ai pas autant de temps qu'avant pour cette partie-là, mais je donnais beaucoup de mon temps. Vraiment, je mouillais la chemise quoi, et je répondais aux interrogations des gens. Et donc, par exemple, j'ai fait un truc beaucoup, c'était bah, donnez-moi votre page de vente et puis je l'analyse et je vous donne le résultat. Et ça a beaucoup plu, sachant que je le faisais déjà avec l'IA, parce que j'avais un process en fait. Tu vois. Ça a beaucoup plu. Donc, je lançais des petits ateliers comme ça. Tu vois. Ce genre de truc-là, c'est pas le seul. Ce qui fait que les gens mettaient leur page de vente, je les défonçais. Moi, ça me prenait 5 minutes de mon temps parce que je les passais dans un process que j'avais développé pour ça, exprès. Et, euh, et eux, ils avaient un super résultat. Même s'ils n'étaient pas copywriters, même s'ils n'étaient pas bons en copywriting, ils savaient à peu près où ajuster le tir. Ça a beaucoup plu. C'est d'ailleurs une des features de mon SaaS maintenant. Et, euh, et voilà. Donc, ça a commencé au tout début avec une petite communauté. Je crois qu'on est 800 membres dessus, un truc comme ça. Euh, et à ces gens-là, j'ai proposé mon programme Autocopie Pro, donc les méthodes que j'utilisais dans un programme, une forme de mini accompagnement aussi, où j'aidais un petit peu les gens à prendre en main ce programme. Et bah, comme c'était un programme qui coûtait quand même 3000 balles, bah, il y a certaines personnes qui pouvaient se l'offrir, d'autres non. Et quand j'ai sorti le SaaS après, bah, en fait, toutes celles qui pouvaient pas s'offrir le programme à 3000 balles ont pu se prendre le SaaS j'ai sorti à 99 euros par mois, en prix, voilà, à ce prix-là. Et, euh, et du coup, bah, voilà, ça m'a fait mon premier socle de clients, comme ça. Et avec eux, bah, je peux discuter parce qu'ils sont en contact direct avec moi via School, par exemple. Donc, je peux discuter avec eux et avoir des retours. Et j'en ai pris beaucoup, beaucoup en call aussi pour avoir des retours sur l'outil, sur comment. Alors, j'ai même fait une expérience qui était assez sympa. C'était à l'initiative de mon associé, Pavel, qui était, viens, on prend des bêta-testeurs, on les enregistre, mais on est avec eux dans le call, on leur parle pas, on leur dit rien, on répond pas à leurs questions, juste on les laisse interagir avec l'outil. Et tu les vois cliquer. Alors, ceux qui jouent vraiment le jeu, ils parlent à voix haute, comme ils penseraient à voix haute, mais ça permet d'avoir un feedback ultra, ultra sincère, tu vois, et sans prise de risque, avec un biais, tu vois, avec un biais de, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, mais un biais. Et ce qui fait que, et à la fin, on prenait, bon, la session durait, je sais pas,
30, 40 minutes, donc c'était déjà beaucoup pour quelqu'un qui donnait de son temps. Et à la fin de la session, on passait 15 minutes de questions-réponses, tu vois, où là, nous, on avait tout noté sur ce qu'on avait vu de sa navigation, si tu veux, dans l'outil. Et après, bah, on débunkait toutes les questions, tout ce qu'on avait noté et compagnie. Donc, certains ont même donné 1 heure et demie de leur temps, tellement ça prenait du temps. Donc, tu as beaucoup de feedback ultra positif, très critique aussi, mais ça, t'en as besoin quand on est à la première phase du projet. Ce que tu fais en général, c'est dégueulasse, tu vois. Et puis toi, t'es tout content parce que c'était ton truc, tu vois. Sauf qu'en fait, il y a personne qui comprend. Personne n'arrive à l'utiliser correctement, et là tu fais, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc, du coup, avoir ce genre de feedback, bah, c'est littéralement de l'or, quoi. Parce que quelqu'un qui passe 1 heure et demie à débunker ton truc en long, en large, et qui répond à tes questions, enfin, et ça, c'est possible grâce, si tu veux, au pouvoir de la communauté et ou du réseau, parce qu'il y avait aussi des personnes de mon réseau qui ont Mhm. vraiment joué le jeu. Et c'est vrai que quand tu démarres from scratch, euh, euh, et puis là, tu te lances vraiment avec rien, ça peut être compliqué. Enfin, moi, je le vois tel quel. La base d'acheteurs que j'ai sur autocopie.ai, ce sont des gens qui viennent de ma communauté. Il y en a peut-être un ou deux qui viennent de Ouais, ça m'étonne LinkedIn. pas. Ça On m'étonne pourra en pas. reparler après, mais il y en a vraiment une proportion infinitésimale qui vient d'autre part de la communauté. Et ça, je Mhm. pense que ça joue beaucoup. Donc voilà. Ouais, moi, c'est ce que je vois beaucoup autour de moi et que je pousse un peu, c'est que souvent, enfin, essayer de lancer un SaaS sans avoir un minimum de ta cible, que ce soit dans ton réseau autour de toi, c'est quand même très compliqué. Ne serait-ce que, comme tu le dis, tu vois, pour faire, ne serait-ce qu'un premier go-to-market et puis faire ses premières analyses euh, par rapport à ton produit. Si tu peux pas avoir ces gens proches, c'est quand même très très compliqué. Enfin, c'est pas impossible, mais je pense que tu prendrais des mois et des mois là où toi, tu as peut-être pris quelques semaines d'école à avoir du feedback, tu vois. C'est-à-dire que ça dépend de l'approche que tu prends, mais effectivement, si tu veux tester ton idée, le meilleur moyen, c'est de faire des ads. Mais après, voilà, en fait, il va falloir en tester des angles, il va falloir en tester des problèmes, tu vois, pour avoir le même Ah, mais niveau de toi, t'as pas fait feedback. des ads tout de suite, du coup. Je fais toujours pas d'ads sur le SaaS là pour le moment. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc parce qu'en fait, bon, on y reviendra après, mais grosso modo, tant que t'as pas poncé en fait tous les angles possibles, des itérations sur autocopie, que ce soit au format programme à 14 balles ou le programme pro ou le SaaS, des itérations, je sais pas, il y en a eu des centaines, tu vois, différents angles, Mhm. différentes réflexions, différents avatars. Parce que c'est le genre d'outil. Euh, donc, tu peux faire des scripts de VSL, des pages de vente, des advertoriales, tu peux faire des emails, des ads, tout un tas de types d'emails et des pages de capture, des choses comme ça. Donc, tu veux, ça s'adresse à beaucoup de gens. Ça peut être aussi bien des copywriters freelance, que ça peut être des solopreneurs ou des marques de direct response marketing, euh, un peu comme, un peu comme ce que j'ai eu avec ma précédente boîte. Et en fait, Mhm. ce qui fait que faire son marketing autour de ça, c'est compliqué. Donc, il faut trouver soit faire plusieurs landing pages, soit trouver des, comment dire, des éléments qui sont communs à tous, mais en fait, ça dilue le message, quoi. Donc là, pour le moment, on a toujours vécu sur la communauté, parce que ça nous a permis de faire toutes ces itérations sans trop se mouiller. Et c'est vrai que s'il fallait qu'on fasse des ads là directement, bah, en fait, ça engagerait beaucoup plus de matériel marketing à l'heure actuelle. Et là, on n'est pas extrêmement porté sur le matos marketing, mais Mhm. plutôt sur comment améliorer le product grâce au feedback qu'on a. Donc là, bah, on a mis, comment dire, on- on- récemment, on a fait une update de l'app, du Mhm. SaaS. Bah, forcément, il y a tout un tas de bugs qui sont arrivés. Et en fait, parce on avait introduit de nouveaux pricing, donc ça crée dans la database, en fait, si tu veux, une arborescence de data. Et en fait, bah, quand tu as mal connecté ton truc dès la base, là, Ouais. il faut que tu boucher tous les trucs avec du Chatterton, c'est la merde, quoi. Ouais. C'est la merde. Quand tu commences à te retrouver à différentes versions comme ça, c'est terrible. Ouais, c'est Et ça. Donc voilà. Et après, au niveau de l'acquisition des clients, après, comme je t'ai dit, bah, LinkedIn un petit peu. Enfin, je fais un petit peu de setting sur LinkedIn maintenant. Mais voilà, c'est poussif, quoi. Voilà, c'est mhm. poussif. L'audience qui est beaucoup plus froide. Donc du coup, là, il faut que je change de landing page, que Ah oui, j'aille bah sur ça un c'est truc. sûr. La landing page que j'avais fait jusqu'ici, elle était très orientée sur les objections qu'avait ma communauté. Là, je Ouais. vois bien que, bah, en fait, j'ai touché
toutes les personnes qui étaient intéressées par ça. Et ben au-delà de ça, il va falloir que tu vois, je sois plus agressif ou plus orienté ou tu vois. Donc, euh, donc voilà. Hmm. C'est intéressant ça parce que bon bah justement sur le process d'itération produit on l'a bien compris et d'ailleurs effectivement ta méthode je la trouve top parce que bah, je pense que tu peux difficilement plus faire naturel que pour voir vraiment concrètement comment les gens utilisent parce que souvent il y a un sujet quand tu commences à gérer la partie produit comme ça où enfin monsieur tout le monde a potentiellement un peu de mal à te retranscrire ce qu'il voit ou même les problématiques, les bugs, etc. Souvent je sais que bah toi en l'occurrence t'es pas la personne qui fait le dev mais euh, mais ça peut être compliqué de reproduire des cas, de comprendre ce qu'ils veulent dire, etc. Parce que forcément c'est pas le même langage et du coup là c'est vrai que ce truc là est hyper pertinent. Et justement, du coup, tu nous parlais sur l'itération marketing, du coup, que tu le faisais autour de ta communauté. Et ça veut dire que sur les premières itérations, euh, tu, 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 tu es resté que sur la communauté, quoi. Je veux dire, tu as fait tous tes différents tests et à chaque fois, tu as pu voir des résultats différents. Ce que je me dis, moi, de l'extérieur, enfin, après, je suis pas le meilleur en marketing, hein, mais je me dis, tu vois, genre, tu as une communauté, tu leur présentes 20 fois le même produit d'une façon différente. Je me dis, au bout d'un moment, ils vont capter, tu vois, ils sont pas débiles non plus. Quel intérêt derrière Bah, ça, du coup? le but, c'est pas de leur refourguer ta merde, tu vois, c'est juste de leur expliquer que c'est un outil qui est assez multiforme, si tu veux, Autocopie. Comme ça fait plusieurs formats de copie, bah, ça répond à plusieurs problèmes de plusieurs avatars différents. En fait, finalement, proposer 20 fois le même produit, bah, tu peux le faire de 20 façons différentes et ce sera toujours perçu de manière différente parce que en fait, tu vas résoudre, enfin, tu vas donner l'impression de résoudre le problème Hmm. grâce à la solution expliquée sous un angle particulier. Donc, tu vois, ça peut être, pour donner des cas spécifiques, ça peut être bah, euh, le mec qui tient son business, il est infopreneur par exemple, il vivote, tu vois, je sais pas, il a un petit peu de gens en audience, il fait un petit peu d'ads, mais voilà, il vivote. Je sais pas, il peut être coach en dépression, enfin, peu importe, tu vois, on s'en fout. Euh, eh bien, ce gars-là, il fait, je sais pas, c'est 3 4 000 balles par mois, bah, c'est pas mal, il vit pas trop mal en France, ça va, c'est cool. Mais se dire, eh, ça pourrait être mieux, mais en même temps, je connais pas le copywriting, parce que je l'ai fait avec mon audience qui était plutôt tiède, tout ça, et puis en fait, ça marche bien comme ça, mais j'arrive à un gap de mon audience, je fais pas assez de contenu organique, ça devient chronophage, enfin, il y a tout un tas de myriades, un écosystème de problèmes qui naissent en fait de sa situation. Et juste pour rester sur cet infopreneur, mais en fait, ce gars qui gagne 3 4 000 balles par mois, il peut pas payer un copywriter à 2 000. Tu vois, 3 4 Ah 000, ouais. c'est son CA, et après, il doit payer les impôts, le truc, le machin. Ce qui fait qu'il vit tout juste avec ce qu'il a. Bon, on peut imaginer qu'il gagne 3 4 000 net, mais quand bien même, ce serait à peu près pareil. Bah, il faut payer le copywriter pour lui faire une page de vente, et à 2 000 3 000 balles, tu as un copywriter, ok. Pour avoir un bon copywriter, c'est 5 000. Et bah, du coup, payer 5 000, tu vois, ça vaut pas le coup parce que parfois, en plus, même si tu as payé 5 000, ça va peut-être pas fonctionner, tu vois, pour plein de Hmm. raisons. Pas forcément la faute de l'infopreneur ni du copywriter d'ailleurs, mais pour plein de raisons. Et ce qui fait que bah, ce gars-là, il est naturellement intéressé par Autocopie et tu lui présentes le truc sous l'angle, bah voilà, t'as pas 3K à dépenser pour un copywriter, bah essaye Autocopie, tu vois. C'est aussi simple que ça, tu vois. Et, Juste test, ça va te coûter X euros, tu vois, et puis en fait, hmm. Et du coup, toi, dans ton schéma, c'est quoi qui te fait dire que telle langue marche mieux qu'un autre? Est-ce que c'est des ventes en plus? Est-ce que c'est un prospect en plus? Est-ce que c'est un lead en plus? Et qu'est-ce qui t'a fait dire, bah là, je pense que j'ai fait le tour sur ma communauté et que je vois que ça stagne pour aller sur autre chose? euh, bon. Parce qu'au final, tu es bien obligé de te baser sur des statistiques pour faire ces conclusions. Enfin, une Ouais, bien statistique ou sûr. autre Bah, chose, je sais pas, mais. alors il y a par email évidemment. Par email, tu guettes les taux de clics et les taux d'ouverture qui sont liés à tes emails grâce à tes objets d'email, quoi, disons. Et puis Hmm. tu peux tester un petit peu tes big ID ou tes angles marketing dans les objets d'email directement. Et ça te permet de prendre un petit peu le pouls. Euh, Sur LinkedIn, ce serait les impressions, mais encore, comme je le disais, j'ai pas eu énormément de gens qui venaient de LinkedIn, mais ça peut être les impressions, ça peut être le nombre de likes et compagnie. J'ai pas une stratégie très agressive de vente sur LinkedIn, donc je peux difficilement comparer avec l'email qui est beaucoup plus terre à terre pour moi. Hmm. Et puis encore une Et fois, c'est la bah communauté qui te fait déjà un peu confiance sur les emails.
Ouais, voilà, c'est ça en C'est plus. différent. Donc, exactement. Donc, bah, je sais pas, j'ai dû tartiner sur le sujet du SaaS particulièrement avec des liens qui emmènent vers l'achat potentiel du SaaS. Donc, un total de promotion plus ou moins direct, mais avec le lien qui est affiché, j'ai dû faire peut-être 50 emails, tu vois, sur le sujet. Ok. Donc, au bout d'un moment, tu vois que sur une base de 1000 emails, tu as une liste de 1000 emails de 1000 clients. Bah, tu en as certains qui ont acheté ton SaaS, pardon, le programme. Donc, ceux-là, je les compte pas en fait finalement dans les clients potentiels du SaaS parce que ils ont déjà des méthodes qui sont à peu près similaires, si tu veux. Et donc du coup, si je retire cela, il va me rester combien proportionnellement? Et puis bah là, tu vois, au bout d'un moment, tu as eu 100, 150 ou 200 clients sur le total de 1000. Bah, déjà, c'est pas mal du tout, quoi. Hmm. Un total de 1000 clients, tu as pu les upsell sur un produit qui était beaucoup plus cher ou au moins sur le produit sur lequel tu voulais capitaliser, comme le SaaS, pour avoir des feedbacks et d'améliorer. Bah, ça, c'est un beau ratio, 20%, tu vois. Donc, c'est un peu, c'est un peu une loi de Pareto aussi. Tu vois, il y a 20% euh, je sais plus comment est-ce qu'on pourrait l'expliquer, mais c'était une statistique de marketing direct qui a été balancée par un américain. Je sais plus la référence, je suis navré. J'essaierai de la retrouver, puis si jamais tu pourras la recoller dedans. Mais c'est grosso modo, il y a 20% des gens qui sont prêts à acheter 20% plus cher le même contenu, tu vois. Et ça, t'as un petit peu cette loi de Pareto, tu te dis, bah voilà, sur la base des gens, des 1000 acheteurs à 20 balles, c'est le prix 14 balles, quoi. Après, il y a les upsells et compagnie, mais bon, bref. Sur 1000 acheteurs, bah, t'en as quand même 20% qui étaient prêts à lâcher entre 300 et 3000 et 3000 euros. Tu vois. Après, je mélange à la fois le montant des ventes de Autocopie et le montant des ventes du programme, qui est à Hmm. 3000 balles. Mais donc, ce qui fait que les gens qui rentrent à 14, tu vois, bah, il y en a certains qui sont capables d'acheter à 300 ou à 3000. Si tu veux, le ratio, il est quand même intéressant. Et sur ces 1000 acheteurs, il y en a 20% à peu près qui ont acheté soit l'un, soit l'autre. Donc tu te dis au bout d'un moment que après pousser plus le bouchon, après tu vois un petit peu les profils tu as dans School. C'est ça qui est bien, c'est que tu peux voir les profils un petit peu ce qu'ils font. Puis j'ai interagi presque avec tout le monde, donc j'ai pu poser un petit peu des questions et je vois bah, s'ils sont en capacité aussi, s'ils en ont besoin déjà, parce que tu peux pas leur vendre un truc dont ils n'ont pas besoin. S'ils sont en capacité de payer, puis après bah t'arbitres un petit peu avec différents pricing que tu pourrais faire et tout ça. Bon, tout ça c'est une réflexion, il n'y a rien de définitif, mais tu vois, c'est ce type de réflexion. Hmm. Et bah, au bout d'un moment, tu te rends compte que tu peux pas proposer plus parce qu'en fait, ça va les agacer ou parce que en fait, t'estimes que 20% c'est déjà bien sur une base de 1000, quoi. Donc voilà. Ok. Donc, toi, de ce que j'entends aussi dans tes tests et tes itérations, c'est quand même important d'avoir un focus, notamment sur les accroches, les objets, pour vraiment tester tes angles marketing. C'est ce Ouais, qui va faire 80% du job, en fait, quoi. Quand on prenait la loi de moi je dirais, Pareto. ouais, je dirais ça. Ouais, parce que c'est trendy de le dire comme ça, mais c'est plus ou moins vrai, quoi. Ok, très clair. Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais ça fait combien de temps que tu l'as lancé, le SaaS, là? Bah, écoute, Ça le donne un SAS, ordre d'idée. je l'ai lancé fin juillet. Le 28 juillet exactement, il était ouvert à la vente. Ok. Enfin, il était Donc, ça fait à accessible peu près et 6 les mois, gens en gros, pouvaient quoi. Ouais, ça fait à peu près 6 mois. Et jusqu'ici, bon après en toute transparence, là, jusqu'ici on a réalisé 22 000 euros de chiffre d'affaires, sans ads, sans affiliation, juste avec la communauté. Et un Ce qui me petit peu semble pas LinkedIn. mal. Et si tu veux, alors c'est pas incroyable parce que j'ai d'autres business qui chiffrent bien plus, mais si tu veux, quand tu pars du principe que un SaaS c'est très long surtout quand tu le bootstrap quoi, c'est très long et que tu pars sur communauté sans rien, c'est très long à décoller. Et j'ai d'autres cas de comparaison parce que moi je compare avec d'autres business, mais qui sont des business d'infoproduits qui peuvent être parfois très explosifs, tu Ouais, vois. c'est très Enfin, différent. c'est comme ça, c'est Hmm. comme ça, tu vois l'infoproduit. Et alors que le SaaS, c'est vraiment du compound. Et c'est vrai que quand tu le compares, tu fais putain, tout ce travail pour ça. Alors qu'en fait, c'est du compound qui se fait sur des boucles de feedback, de critiques plus ou moins positives, mais il faut toute forme de critique, quoi, disons, pour améliorer le truc. Et tu te dis, finalement, en 6 mois, par rapport à quelqu'un qui l'a bootstrappé sans communauté, sans rien, bah, ce gars-là, il a fait 3000 balles en 6 mois. Moi, j'en ai fait 22 000.
sur la base d'un programme qui avait déjà été éprouvé, enfin de techniques qui avaient déjà été prouvées, qui donnent déjà des résultats, tu vois. Donc je me suis dit, enfin, j'ai essayé de relativiser, je me suis dit, c'est quand même pas mal, parce qu'en fait, tout le focus, il est sur le product, et tant que ton product, en fait, il n'est pas béton, ce qui fait que tant qu'il répond véritablement à la promesse, et ben en fait, la rétention, elle suit. Et c'est sur ça qu'on bosse, c'est-à-dire que vraiment donner exactement le produit que les gens attendent, parce que c'est déjà très performant, mais c'est parfois pas adapté pour certains types de personnes, et il faut pouvoir réadapter un petit peu soit l'utilisation, soit la compréhension de l'outil, soit carrément la façon dont l'outil est créé. Et Hmm. ouais. Bah, c'est tout le sujet du SaaS, hein, c'est une vision beaucoup plus long terme, le temps d'itérer déjà, mais après, plus tard, bah, tu vas créer une vraie valeur. Ce que tu viens de dire là, ça me fait penser, parce que tu as l'air quand même de cibler différents types d'avatars, est-ce que ça t'a pas traversé l'esprit de te dire, je vais peut-être me focus sur une cible particulière pour je sais pas, peut-être faire un truc qui soit plus optimisé pour elle. Je vois que tu as l'air de dire qu'il y a quand même des utilisations un peu différentes selon les usages. Euh, Ça aurait pu être un sujet pour toi, peut-être. Ouais, tout à fait. Bah, c'est-à-dire que pour le moment, jusqu'ici, là, jusqu'à il y a 3 4 jours, je dirais, je me suis focalisé uniquement sur les copywriters freelance. Et par extension, je me suis dit, si je m'adresse aux copywriters freelance, eh bien en fait, je vais m'adresser aux copywriters qui sont eux-mêmes des entrepreneurs. Et pour, et pour, euh, et pour suivre des newsletters aux États-Unis ou des copywriters américains, c'est un petit peu aussi moi j'achète quasiment tous leurs programmes, mais ils s'adressent aux copywriters freelance. Parce que je sais qu'en fait, moi en tant que copywriter pour mes propres boîtes, en fait, ça va me servir. Soit ça va me Mhm. servir à moi directement, soit indirectement avec un mec de ma team. Comme ça, bah tiens, voilà la formation, voilà tel truc, suis-le et comme ça tu sais quoi. C'est ça que je veux appliquer dans le copywriting qu'on utilise aujourd'hui. Fais-le pour moi, ou je le fais si j'ai un petit peu de temps, ce qui est rare. Euh, euh, et donc, ouais, donc les copywriters freelance, c'était vraiment le cœur de cible. Mais je me rends compte, parce que tu te poses toujours un petit peu la question de quel est mon véritable product market fit. Tu vois, c'est un peu l'équation à 1 million de dollars ou plus, mais Mhm. qu'il faut réussir à trouver. Et après, là jusqu'à récemment, je me dis, mais est-ce que les copywriters c'est forcément la bonne cible? À bien des égards, oui, mais les copywriters sont pas toujours des gens qui roulent sur l'or. Et ceux qui marchent bien, disons, ils sont extrêmement exigeants et extrêmement, ils ont des process qui sont très personnalisés à leur façon de faire. Donc plaire à ces gens-là avec un objet, avec un SaaS qui puisse s'adresser à plusieurs personnes en même temps, et en fait au même avatar avec plusieurs méthodes différentes, c'est pas forcément évident, tu vois. Alors du coup, ça nous permet d'avoir les critiques les plus sévères et les plus constructives, parce qu'en fait, ces gens-là ont un niveau d'exigence qui est beaucoup plus élevé qu'un copywriter débutant, par exemple. Mais en même temps, c'est un public qui est très 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 dur à séduire et qui est pas si nombreux que ça. Alors, il y a beaucoup de copywriters débutants qui peuvent utiliser l'outil et puis en fait ils viennent de découvrir le copywriting, donc ça les aide beaucoup à écrire plus vite. Mhm. Ça c'est une cible, mais là tu vois, au travers de cette même cible, il y a plusieurs niveaux d'expérience et ça modifie les arguments, les angles de marketing. Et donc du coup, je me suis dit, bah, en fait, on souffre un petit peu de cette schizophrénie marketing, de se dire, bah, à qui est-ce qu'on peut bien s'adresser. Donc là, dernièrement, je me suis dit, bon, je vais faire une landing page pour chacun des avatars. Et chacun de ces avatars, là, en fait, si on a l'occasion de pouvoir bien cibler cette personne, de l'amener sur cette landing page, on va pouvoir comparer le taux de conversion de cette landing page. Et après, in fine, bah, quelle est la LTV de ce gars-là? Quel est son besoin réel dans cet outil? Parce qu'encore une fois, c'est un outil qui peut répondre à tout un tas de besoins de tout un tas de personnes. Et ça, c'est très Mhm. chiant pour, pour réussir à trouver à qui s'adresser. Mhm. Mais bon, voilà, c'est le métier, quoi. Et donc la question que je me pose récemment, c'est est-ce que l'infopreneur, coach, qui est pas vraiment copywriter, mais qui a un peu des bases en copywriting, qui comprend le besoin qu'il a de copywriting, du moins, est-ce que c'est pas le meilleur product market fit? Est-ce que c'est pas lui qui a le plus de pognon? Est-ce que c'est pas lui qui est capable de rester sur la plus longue durée aussi? Enfin voilà, c'est comme ça qu'on Par rapport avance, à ce quoi. que, ouais. Par rapport à ce que tu dis, justement, tu disais que les copywriters peut-être plus avancés étaient un petit peu plus difficiles à séduire. Justement, dans ce monde de l'IA, bah,
je vois en tout cas à t'entendre parler, puis même toi quand tu as fait la transition, que tu as commencé à découvrir les possibilités avec l'IA, etc. Aujourd'hui, chez un copywriter, elle est où la vraie valeur à utiliser un copywriter freelance, tu vois? Parce qu'on peut, bah, comme tu le dis, tu utilises des outils comme le tien ou autre, on peut avoir des textes très facilement. Tu dis même que ces copywriters-là potentiellement utilisent ça. Il se place où le curseur maintenant par rapport à tout ça, tu vois? Je sais qu'il y a un peu les mêmes sujets dans le milieu du développement aussi, tu vois? Je me pose la Mhm. question. Ouais, tout à fait. Bah, écoute, alors, c'est une interrogation qui peut se poser à différents niveaux, je dirais. Si on est vraiment très focus sur le copywriting en lui-même, euh, il y a à ma connaissance pas d'outil de copywriting qui sait faire des longues pages de vente, des longs scripts de VSL conçus pour du trafic froid. Donc ça, c'est déjà un élément de différenciation. Alors tu me diras, c'est un élément sur lequel tu peux être rattrapé à n'importe quel moment par un mec qui a la dalle de fou et puis qui a ses propres process. Donc ça c'est certain. Euh, c'est un peu le problème en fait, c'est un peu le problème de pas avoir tant de barrières que ça à l'entrée finalement dans sa SIA. Mais en même temps, il faut une forme d'expertise pour pouvoir distribuer, enfin pour pouvoir disons orienter l'IA dans la façon d'exercer son pouvoir. Et ça, l'IA, quand on est des copywriters débutants, bah, on fait souvent de la merde avec de l'IA. Quand on est bon copywriter, disons du moins entraîné, bah, on est capable de diriger l'IA comme on a envie de la diriger. Alors, c'est jamais parfait à 100%, mais ça fait 80-90% du job sur lequel, en fait, tu passes beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de temps. Après, il y a toujours des moyens de raffiner pour arriver en fait à 95-98% du job véritablement. Mais bon, voilà, c'est un peu toi là où tu déplaces ton curseur. Maintenant, pour un copywriter, quelle est la vraie valeur à utiliser un outil de copywriting? Bah, c'est déjà le gain de temps. C'est se dire, bon bah, le seul problème que j'ai à résoudre, euh, si on le prend indépendamment du problème de la production, de la vitesse de production, c'est la prospection. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est prospecter et puis leur vendre des pages de vente, des emails, des trucs, des machins, à un prix peut-être même plus bas que le marché. Donc du coup, tu es en avantage compétitif sur le prix parce que tu es capable de délivrer beaucoup plus vite. Et en délivrant beaucoup plus vite, bah, en fait, finalement, tu peux augmenter ton CA. Tu peux choisir aussi de ne pas changer tes prix en tant que copywriter freelance et de garder les mêmes prix, mais d'augmenter ta cadence de production. Ce qui fait que, en fait, mathématiquement, x2, x3, x4. Hmm. Euh, donc ça c'est pour un copywriter freelance. Maintenant pour un solopreneur, quoi, disons, qui est sur le web, bah, c'est de ne pas avoir à payer un copywriter 3000 balles. C'est de ne pas avoir à attendre le copywriter, tu vois, Dans qui ce nous livre sens-là, son c'est assez truc. évident. Enfin, Ouais. ouais. Mais c'est plus dans le fait au final, mais c'est ce qui revient. Et à t'écouter, bah, je me suis fait le rapprochement, mais avec tous les métiers, y compris dans le dev que je connais bien, etc. C'est qu'au final, tu vas plus t'en chercher la capacité de production, mais la capacité d'avoir la bonne méthodologie pour arriver au résultat. Ouais, tout à fait. Et c'est là où où la valeur, elle se crée aussi sur ces métiers, en tout cas, qui sont beaucoup chamboulés avec l'IA, quoi. Ouais, c'est-à-dire que là, on assiste quand même à un truc qui est assez intéressant, c'est-à-dire que on a tous beaucoup profité de la capacité de l'IA à créer de la bouillie, tu vois, à vraiment envoyer, 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 et puis c'était incroyable parce qu'on a pu augmenter justement cette cadence de production. Et là, quelque part, il y a un peu un retour en arrière, parce qu'il y a une évolution des modèles, des modèles de langage, notamment ChatGPT, qui pour moi est en train de sombrer. Enfin, je le trouve absolument nul, feignant et, et menteur comme pas possible. Alors, toutes les IA se valent pas, toutes les IA font des hallucinations, mais Ouais. quand même, GPT, putain, c'est grave, quoi. Donc, ouais, J'ai eu tu une voulais dire un métaphore truc? assez intéressante là-dessus il y a pas longtemps. Euh, c'est qu'en gros, bah souvent on utilise une IA ou une autre parce que enfin jusqu'à présent en tout cas, ils avaient souvent une spécialité, tu vois. Claude, enfin à ma connaissance, Claude était plutôt assez bon en rédaction pour le coup, ChatGPT en analyse de stats, etc. à l'époque. Et en fait, puis après il y en a encore plein d'autres hein, que j'ai pas forcément en tête, mais j'avais vu un truc qui disait en gros, bah enfin chaque IA a souvent une spécialité qui fait que bah elle est très bonne là-dedans et du coup on va aller la chercher pour ça. Et ChatGPT c'est un peu le médecin généraliste au milieu où il fait un peu tout et n'importe quoi de manière très moyenne, tu vois. Et au final, bon, on en est même plus tant satisfait que ça, tu vois. J'avais la métaphore m'avait fait rire parce que je trouve que c'était assez parlant comme truc. Ouais.
Ouais, c'est beaucoup ça maintenant. C'est vraiment beaucoup ça. Enfin, moi, je paye mon abonnement de ChatGPT depuis 6 mois. J'ai toujours pas foutu les pieds dedans. Enfin, j'ai foutu 120 balles à la poubelle. Mais tu sais, c'est au cas où j'en ai besoin. Tu vois, j'y vais, mais Ouais. j'utilise plus du tout quoi. Euh, Parce que j'ai des projets, j'ai des GPT dedans et tout ça. Je me dis au cas où Hmm. je pourrais les réutiliser, mais je les réutilise pas quoi pour autant. Parce que c'est vraiment Ouais. trop nul. Ah bah, c'est sûr que là, ça, c'est en train de devenir compliqué, en effet. Et justement, sur ce truc-là, bah, ton SaaS, il utilise de l'IA. Qui dit IA dit évolution à vitesse grand V. On le voit encore. Enfin, tous les jours, il y a des nouvelles annonces, des nouveaux trucs enfin, qui apparaissent, etc., etc. Comment vous le gérez, vous, niveau produit? Est-ce que vous allez beaucoup sur de l'innovation? Est-ce que vous essayez de rester sur de la stabilité? Parce que surtout dans ton milieu, Ouais. en plus de rédaction, je pense que ça peut aller aussi très très vite pour pouvoir ajuster certaines choses. Enfin, je sais pour le coup qu'il y a des gros sujets là-dessus. Eh bien, effectivement, c'est un peu le syndrome de l'objet brillant. Tu vois qu'il y a un nouveau modèle qui vient de sortir. Je dis, est-ce que ce serait pas mal de l'utiliser pour telle utilisation? Sauf que, bon, même si on est deux, bah, en fait, c'est pas très flexible à partir du moment où tu as une architecture avec database et compagnie, ce qui fait que tu peux pas t'amuser à plugger toutes les IA du monde et à faire des tests et compagnie. Donc, tu fais des tests bah, sur leur propre chat, quoi, tu vois. Et, euh, et jusqu'ici, effectivement, Claude reste quand même la meilleure rédaction. C'est ce qu'on utilise. On utilise les tokens anthropiques. Et les tokens anthropiques, ce sont aussi les plus chers. Euh, donc, c'est vraiment très très cher. Du coup, après, enfin, il y a le modèle Sonnet, il y a le modèle Opus. Le modèle Opus est 5 fois plus cher que le modèle Sonnet. C'est Euh, aberrant la différence. ouais, non, c'est aberrant. Je crois que c'est 15 dollars le million de tokens, un truc comme ça. Enfin bon, tu te fais éclater, quoi. Hmm. Alors c'est performant. Opus est très performant, mais quand même, putain, c'est cher. Donc du coup, nous on utilise bah, des tokens anthropiques et en fait, pour certains cas d'utilisation, notamment bah, la recherche web, bah écoute, on va devoir croiser avec ce que fait Gemini pour pouvoir faire des deep search. Donc là, ça c'est un cas qui est très spécifique. C'est par exemple, j'ai besoin de faire une recherche sur un avatar client. Eh bien, en fait, je le faisais jusqu'ici avec l'IA, mais c'était de la suggestion. Alors, un pouvoir de suggestion qui est absolument phénoménal, en fait, finalement, parce que quand tu vois l'avatar sur 20 pages qui est décrit en long, en large, tu connais son groupe sanguin, la taille de ses culottes, ses chaussettes, ce que tu veux, tu as, et tu vois le truc, c'est l'IA qui a pondu ça, tu fais ça incroyable. Sauf que quand tu le compares véritablement à ce qui se passe sur des forums, alors moi j'ai un long passif avec les forums, euh, je traînais dans les forums pour aller chasser en fait le message des gens, tu vois. J'ai traîné sur des forums de la spiritualité, je tombais sur des histoires à pas endormir, tu vois, parce que je cherchais, tu vois, des éléments sur mon avatar. Donc des histoires d'horreur dans toutes les niches, j'en ai connu un paquet en lisant ce que les gens racontaient. Et en fait, bah, c'est un travail c'est passionnant à faire, mais c'est douloureux, quoi. Tu passes 4 jours dans les forums, tu vois. Et donc du coup, le fait de pouvoir intégrer la deep search de GPT, pas de GPT, pardon, de Gemini, c'est pouvoir aller chercher ce travail de scrapping, de crawling du web sur plein d'endroits en même temps et de compiler toute cette data-là et donc en fait de bâtir un avatar sur de la data réelle. Parce que en Hmm. fait, c'est finalement ça, les gens ils achètent ce qu'ils veulent acheter, tu pourras pas leur vendre un stylo s'ils n'ont pas besoin d'écrire un truc avec, quoi. Donc comment est-ce que tu vas trouver cet avatar? Bah, c'est en interrogeant des gens qui sont eux-mêmes des acheteurs, qui ont déjà lâché ACD pour ton produit ou pour un produit similaire au tien ou disons dans la même niche. Et donc, bah, collecter tout ça, ça prend un temps phénoménal à la main. Alors que quand tu le fais avec l'IA, bah, c'est quand même beaucoup plus rapide. Surtout bah, quand tu sais un peu diriger tout ça, quoi. Donc, Claude est pas très bon en deep search de mon point de vue. Enfin, Claude a une tendance à l'hallucination, ce qui lui permet d'être très créatif en écriture. Du coup, il y a un petit peu toujours ce tandem d'hallucination et de créativité. Et ça, je pense que ce sera compliqué de passer à travers, enfin de passer outre. Je veux dire, c'est un problème qui sera récurrent pendant un certain moment. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, je vois pas le problème disparaître. Et donc, du coup, pour contrebalancer et utiliser une IA qui est, elle,
plus pertinente en analyse, en deep search, en crawling de web, bah, autant prendre celle de Google qui fonctionne très très bien. Pour l'écriture, je l'utiliserai pas, tu vois, mais Hmm. pour ce genre de boulot, bah écoute, ça fait très très bien le taf. Et à partir de là, bah, ça nous permettra d'utiliser cette feature avec ce besoin-là et puis de pouvoir l'encastrer après dans un écosystème qui, au niveau de l'écriture, sera piloté par Claude. Donc, tu as une espèce de c'est les prémices, mais disons un agencement d'agents IA qui vont bientôt Ouais, ça interagir se voit entre de eux. plus en C'est-à-dire que plus, ouais. pour le moment, ils sont un peu chacun dans leur coin, mais ils n'ont pas l'interconnectivité. C'est ce vers quoi on tend plus tard, mais c'est un bordel technique, mais c'est ce vers quoi on tend, quoi. Hmm. Et du coup, tu dirais sur la proportion de, 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 de passer du temps à aller justement sur ces innovations versus stabiliser, parce que comme tu le disais, il y a toujours des bugs, etc., qui remontent ou faire des fonctions peut-être plus classiques, entre guillemets, sur le SaaS. Tu penses que ça s'estime à combien en ratio? Euh, Ouais, on pourrait comparer ça avec une forme de gambling, tu vois. Donc en investissement, on dirait tu gardes 90% de ton bag dans un truc safe et 10% tu fais mumuse avec et puis tu Ouais, vois c'est si ça ça. pète quoi. Hmm. Donc c'est C'est à un peu peu près la ça. même logique. Ouais, c'est un peu la même logique parce que en fait dans une démarche de développement qui est étalonnée sur la stabilité, j'ai envie de dire, et ben en fait tu te fais un petit peu chier aussi, tu vois, parce que c'est toujours la même chose, réparer les bugs, Ouais. avancer, deux pas en avant, un pas en arrière, deux pas en avant, un pas en arrière, et puis tu répares. Donc mettre un petit peu ce grain de folie de dire, bon, je vais aller chercher des trucs qui vont en fait peut-être disrupter une feature, un environnement, un problème, tu vois, bah, ça permet au cerveau, même si tu l'appliques pas forcément, tu vois, ça permet au cerveau d'aller chercher un petit peu ce goût de l'aventure, tu vois. Euh, et puis bah parfois ça fonctionne bien, parfois ça foire complet, mais Ouais, c'est ça. c'est ok quoi. C'est un peu la boucle infinie, hein. Tu vas aller innover un nouveau truc, ça va te rapporter des nouveaux bugs, voire ne pas marcher comme tu le voulais. Puis surtout avec l'IA, ça peut aller tellement vite, enfin, à dégrader ton produit, quoi. C'est assez terrible. Ouais, c'est ça. Bah, une boucle mal engagée, en fait, elle est répercutée de façon, c'est un tsunami, quoi. Comment ça s'appelle? L'effet papillon, quoi. Donc, Hmm. ouais. Ouais, c'est clair. Trop intéressant. Pour finir, j'avais des questions sur la manière dont tu gérais un petit peu ce business, mais plus toi dans ton quotidien d'entrepreneur. Je sais que bah il y a souvent des jeux où, comme on le disait, bah le ça c'est plus quelque chose de très long terme. On va pas forcément y voir de rentabilité tout de suite. Euh, donc ça peut aussi créer bah, des peurs d'investir là-dedans. Euh, Toi, comment tu gères le truc? C'est un projet qui te prend combien de temps au quotidien? Je sais que tu parlais d'avoir pas mal de fonds d'avance. Est-ce que c'est que tu t'es fait une trésorerie d'avance pour pouvoir investir là-dedans tranquillement? Ou alors tu dis aussi que tu avais d'autres boîtes par rapport à ces sujets-là de rémunération, sans rentrer dans le détail, mais juste avoir la vision, tu vois, de toi, comment ça s'organise bah, dans ton quotidien de ce projet-là, tu vois. Euh, alors, effectivement, j'ai d'autres boîtes sur lesquelles j'ai pas tellement besoin d'être à l'opérationnel. Alors, mais j'ai besoin d'avoir un œil dessus de manière très fréquente. Et puis, Hmm. ça bosse, enfin, ces boîtes-là, elles bossent sur plusieurs fuseaux. Donc, si tu veux, le travail opérationnel de ces boîtes-là, celles qui me rapportent vraiment du cash, avec lequel je vis, du cash flow, quoi, avec lequel je vis au jour le jour, euh, travailler avec des Américains, travailler avec des gens qui sont à Maurice, des gens qui sont en France, des gens qui sont à Singapour, ce qui fait que tu couvres beaucoup de fuseaux horaires comme ça. Donc, alors je suis pas à l'opérationnel, mais je discute beaucoup parce qu'il y a beaucoup de deals qui sont vraiment off the table, quoi, tu vois, avec le network que tu te fais. Et Hmm. donc, bah, il faut être présent, faut montrer, voilà, enfin, faut être présent, quoi. Le network, ça prend quand même un petit peu de temps finalement, même si c'est vachement agréable à Beaucoup. faire, ça prend un petit peu de temps, quoi. Hmm. Donc ça, j'ai ces sociétés-là de cash flow, quoi, disons. Euh, et après, bah, à côté, j'ai Autocopie. Maintenant, combien de temps est-ce que ça me prend? Euh, Bon là je suis parti, je suis arrivé en fin novembre au Cambodge. Il fallait que je gère le déménagement à la sortie, l'emménagement à l'entrée. Plus j'ai eu des galères administratives. Donc en fait l'échantillon des 2 derniers mois il est pas tellement Hmm. il est pas tellement bon parce que j'ai travaillé un peu nulle part là ces 2 derniers mois.
Mais s'il fallait résumer une journée type, quoi, ou plutôt une semaine type, je pense que j'ai un jour ou deux qui sont vraiment adressés à autocopie en termes de temps dépensé, tu vois. Un jour et demi, 2 jours, quoi, par semaine. Tu le vois comment dans ton écosystème aujourd'hui? Enfin, est-ce que tu le vois vraiment comme un business principal? Est-ce que c'est plus un format, j'aime pas trop le terme, mais side project en mode un truc que j'essaie de lancer sur le côté et qui me prend potentiellement moins de temps, tu vois? Bah, si tu veux, c'est un projet sur lequel j'aimerais dépenser plus de temps, Ouais, une réalité, euh, quoi. mais, fina- mais ouais, il y a une réalité quand même, parce que pardon, je suis aussi père de 2 enfants. Euh, j'ai mes autres business qui me prennent du temps, malgré tout, où j'essaye un petit peu de déléguer, mais j'ai ces autres business qui prennent du temps. En fait, au-delà du fait qu'ils prennent du temps, ils prennent beaucoup d'énergie. Hmm. Et donc, du coup, cette énergie, en fait, après, t'as encore peut-être des heures à dépenser dans ta journée, si tu veux, mais t'es tellement vidé par le nombre de choses qu'il y a à faire, à gérer et compagnie que... Donc, même si je suis pas dans l'opérationnel, il y a quand même pas mal de choses qui Hmm. nécessitent ma présence et ma disponibilité, quoi, disons. Et, euh, et donc, si tu veux, je bosse avec, enfin, d'un côté, j'ai fait une erreur par le passé, c'était de lancer une espèce de mini SaaS pour les dropshippers et ça devait faire, à la base, c'était du SAV IA. Donc, ce qu'on avait fait, tu vas comprendre pourquoi je te parle de ça, c'est ce qu'on avait fait, c'est que on avait créé on avait bossé avec un client, tu vois, gratuitement pour voir un peu ce que ça donnait, bah, justement dans l'écosystème de Enzo, la tribu là. Hmm. Et, euh, et du coup, ce qu'on faisait, c'est que dès qu'un ticket arrivait dans le logiciel de traitement de ticket, il était interprété par l'IA, il était analysé par l'IA, il était tagué pour dire qu'est-ce que c'était. Est-ce que c'était un retour client? Est-ce que c'était une demande de où est-ce qu'il en est ma livraison? En fait, tu vois, il était tagué de plein de manières différentes. Et quand ça pouvait être répondu par une IA, c'est-à-dire que ça demandait pas, par exemple, de remboursement, bah, en fait, l'IA répondait et directement essayait de clôturer le ticket le plus vite possible avec un maximum d'informations, de réassurance. Et en fait, ça venait chercher, si tu veux, sur 17 Track, le numéro de colis, ça les renvoyait directement au client dans des emails HTML. Enfin, on avait fait un truc vraiment sympa. Le problème, c'est que je connais pas du tout cette audience, tu vois. Alors, pas du tout. Je connais pas trop leurs problèmes. Ça semblait être une bonne idée, puis je me suis rendu compte que finalement, c'était peut-être pas une bonne idée, tu vois. Ce sera l'occasion d'un autre podcast si on veut, mais donc, du coup, en fait, ça ne servait pas mon écosystème à moi. Et en fait, mon écosystème à moi, c'était bah, le direct response marketing, les tunnels de vente, le copywriting. Et en fait, à chaque fois que je mettais une bille dans cette machine-là, j'avais déjà en fait fait auparavant un écosystème de plusieurs offres, de plusieurs newsletters qui étaient communicantes entre elles parce qu'il y a des problèmes complémentaires. Ce qui fait que chaque personne qui est rentrée dans cet écosystème, si tu veux, me permettait d'augmenter la LTV de manière générale. Quoi, tu vois, parce qu'en Hmm. fait, j'adressais un problème à une complémentarité. Et là, ce que j'avais fait, c'est que j'étais parti sur un problème qui n'avait rien à voir avec tous mes business. Et donc, ça avait été lancé avec mon associé actuel d'ailleurs. Puis en fait, finalement, on avait arrêté parce que perte de temps, d'énergie, et puis c'était pas franchement la bonne cible. Et aujourd'hui, ce que j'ai fait en lançant ce SaaS, je me dis, ah bon ben voilà, je bosse avec des Américains, j'ai un SaaS de copywriting, alors il s'adresse aux Français pour le moment. Les Français sont difficiles à satisfaire en termes de product. Donc c'est pas plus mal parce que finalement, s'ils sont difficiles à Tu fais la version satisfaire, la plus il dure, faut, quoi. bah ouais, tu fais la version la plus dure. Et un Américain, à contrario, il est beaucoup moins difficile à satisfaire. Et il y a beaucoup plus de gens qui font du copywriting aux États-Unis. Donc en faisant ce travail bah, je vais me casser le cul, je veux dire, en France, parce que le marketing en France, je trouve ça un peu éclaté comparé à d'autres marchés, comme le marché américain qui est beaucoup plus dynamique. Mais en Hmm. fait, je sais que mon SaaS de copywriting, il a beaucoup mieux marché aux États-Unis qu'en France. Sauf que auparavant, j'aimerais bien satisfaire le client français. Comme ça, tu vois, je serais sûr que le client américain, lui, il sera bien plus satisfait encore, et avec une meilleure rétention, et ce sera plus facile à marketer aussi, quoi. Trop bien, hyper J'ai intéressant. un peu dérivé, j'ai un peu dérivé, Ouais, mais non, mais c'est très intéressant comme manière de voir les choses. Du coup, bah, grosso modo, si on revient au sujet initial, c'est un peu de se dire, dans le cas où de toute manière, a priori, t'as des boîtes plus centrales à faire tourner pour te faire du cash flow, et tu peux investir là-dedans, mais il faut peut-être accepter le fait que ce soit un peu moins rapide que ce que tu voudrais dans la mesure du possible
et d'itérer toujours, mais Pas le à ton choix. rythme, quoi. C'est ça, Ouais, pas c'est le choix. Ouais, pas le choix. Pas trop le choix. trop bien. Bon, bah écoute, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ça fait une bonne heure. C'était très chouette en tout cas. C'est passé vite finalement. Ouais, c'est ce que je me disais. C'était hyper intéressant, tu vois, pour dire qu'on était tous les deux en low énergie au début. Je trouve que finalement, ça n'est pas trop mal sorti. Oui. Donc, non, non, c'était très cool. Merci pour ta présence et d'avoir pris le temps. C'était super chouette. Merci, Bah, ouais, merci de ton invitation. Ça m'a fait vachement plaisir de passer, et puis de te connaître aussi un petit peu, et puis merci pour ça, quoi. bah, trop bien, avec plaisir. Merci beaucoup. Et puis, n'hésitez pas à mettre des likes ou des commentaires si vous êtes sur YouTube ou 5 étoiles sur les plateformes de podcast. Ça aide beaucoup. Et puis, on se retrouve pour un épisode très bientôt. À bientôt. Allez, ciao!